On va regarder un exercice qui est un grand classique de ce qui peut être posé à l'oral. J'en présenterai donc, je vais d'abord résoudre cet exercice. Ensuite, j'évoquerai une variante. Je ne ferai pas une résolution complète de la variante. Et ensuite, on verra une généralisation. Et là, je ferai la démonstration complète de cette généralisation. Donc, dans ce classique, on a un espace vectoriel de dimension finie, deux endomorphismes f et g de cet espace vectoriel. On les suppose diagonalisables et on suppose qu'ils commutent. Et le but, c'est de montrer qu'ils sont diagonalisables relativement à une même base de E constituée donc de vecteurs propres communs à ces deux endomorphismes. Notez qu'il existe un exercice complètement similaire avec des matrices carrées, c'est-à-dire deux matrices carrées de même taille qui commutent. On suppose qu'elles sont diagonalisables, alors de la même manière, elles sont codiagonalisables, ce qui signifie qu'il existe une base de l'espace des colonnes constituée de vecteurs propres communs aux deux matrices. Alors passons à la résolution de cet exercice. Donc d'abord, j'introduis les valeurs propres d'un des deux endomorphismes, on va dire de f. Je les note lambda 1 jusqu'à lambda s, alors notez qu'il peut y en avoir une seule, ça n'est pas très important. Donc le fait que f soit diagonalisable peut se caractériser par le fait que les espaces propres sont globalement supplémentaires dans E, ce qui signifie que tout vecteur s'écrit de manière unique comme une somme d'éléments de ces espaces propres. Et ce qu'on va utiliser ensuite, c'est la propriété classique que lorsque deux endomorphismes commutent, chacun laisse stables les espaces propres de l'autre, et je vais même prendre le temps de le redémontrer. Donc je vais prendre lambda, une valeur propre de f. Le but est de montrer que l'espace propre de E pour la valeur propre lambda est stable par G. Donc je prends pour cela un vecteur x quelconque dans l'espace propre en question. Et le but, c'est de montrer que le vecteur g de x appartient lui aussi à cet espace propre. Donc le but, c'est de montrer que f de ce vecteur est égal à lambda fois ce vecteur. Pour ça, eh bien, j'utilise l'hypothèse que g et f commutent. Ça, c'est égal à g de f de x. Maintenant, x a été pris dans E lambda de f, donc f de x, c'est lambda x. G est linéaire, donc lambda peut être mis en facteur. On obtient donc ici f de g de x égale à lambda g de x. Donc, g de x est un élément de cet espace propre E lambda de f, et on a bien démontré que cet espace propre lambda de f est stable par G. On l'a fait pour un lambda quelconque, donc tous les espaces propres de f sont stables par G. Et donc ça, c'est une propriété classique des endomorphismes qui commutent. Et maintenant, quand on a un sous-espace stable, souvent, ce qu'il est utile de faire, c'est d'introduire l'endomorphisme induit. Donc, je prends un indice I, et donc l'espace propre d'indice I, E indice lambda I de f, est stable par G. On peut définir l'endomorphisme induit. Je le note G indice I. Il va de cet espace propre dans lui-même, il envoie x sur g de x. Donc on vient de prouver que c'est bien la valeur dans cet espace-là. J'utilise maintenant une autre propriété classique du cours sur la diagonalisation, qui est que lorsqu'un endomorphisme est diagonalisable et qu'un sous-espace est stable par cet endomorphisme, eh bien cet endomorphisme induit est encore diagonalisable. Je vais rappeler pourquoi c'est vrai, là aussi. Je ne vais peut-être pas tout écrire. Je vais dire G étant diagonalisable, on sait qu'il existe un polynôme P scindé à racine simple tel que P de G est égal à 0, est égal à l'endomorphisme nul de E. Et grâce à cette relation, on peut montrer que P est également un polynôme annulateur pour GI. C'est donc un polynôme annulateur pour GI scindé à racine simple, ce qui fait que GI est également diagonalisable. Donc là, je vais un petit peu vite, mais ça, logiquement, ça doit être dans le cours. Et puisque donc G indice I est diagonalisable, ça signifie qu'on peut
construire une base de cet espace vectoriel constituée de vecteurs propres de GI. Donc je vais appeler B1 d'ici une telle base, une base de cet espace propre constituée de vecteurs propres de GI. Et un vecteur propre de GI, ça va être un vecteur tel que GI de X soit égal à une certaine quantité mu, bon, peu importe, est-ce que ça dépend de I, mais ça dépend aussi de X, peu importe. C'est en tout cas une certaine quantité fois X, et on rappelle que GI de X, c'est aussi égal à G de X, ce qui fait qu'un vecteur propre de GI est aussi un vecteur propre de G. Et puisque c'est un vecteur appartenant à cet espace propre et qu'il est non nul, c'est aussi un vecteur propre de F. Donc en fait, BI est constitué de vecteurs propres de F et G, donc des vecteurs propres communs à F et G. Et on a donc une base B1 d'ici de cet espace propre de F qui est constitué évidemment de vecteurs propres de F, mais qui sont aussi des vecteurs propres de G. Alors a priori pas pour les mêmes valeurs propres, mais ça n'a pas d'importance. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on rappelle que les espaces propres de F sont globalement supplémentaires. Une caractérisation de ceci, c'est que lorsqu'on prend une base de chacun de ces espaces vectoriels et qu'on concatène toutes ces bases, on obtient une base de E, et cette base de E est totalement constituée de vecteurs propres communs à F et à G, ce qui était l'objectif de l'exercice. On a donc bien justifié que F et G sont codiagonalisables. Je vais maintenant évoquer une variante de cet exercice qui est la suivante. Au lieu de prendre juste un cas espace vectoriel de dimension finie, on va prendre plus précisément un espace euclidien. C'est donc un R espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Au lieu de prendre des endomorphismes diagonalisables, on va prendre des endomorphismes auto-adjoints qui commutent. Évidemment, ils sont diagonalisables par le théorème spectral. Et le théorème spectral donne plus précisément qu'ils sont diagonalisables en base orthonormée, et on demande de justifier qu'ils sont codiagonalisables en base orthonormée, c'est-à-dire qu'il existe une base orthonormée constituée de vecteurs propres communs à F et G. Alors je ne vais pas présenter de solution de cet exercice, vu que c'est grosso modo la même. C'est-à-dire on prend la décomposition de F de E comme somme directe orthogonale des espaces propres de F. Chaque espace propre est stable par G. On considère l'endomorphisme induit, qui se trouve être encore auto-adjoint. Donc on peut appliquer le théorème spectral à ces endomorphismes induits. Et à la fin, on concatène les bases orthonormées des espaces propres de F. Et ça donne une base orthonormée de vecteurs propres communs à F et G. Bon, en gros, prenez le même exercice et ajoutez le théorème spectral dans le mélange. On va maintenant passer à une généralisation de l'exercice précédent, où au lieu d'avoir deux endomorphismes diagonalisables qui commutent entre eux, on va en avoir un nombre quelconque, et quand je dis quelconque, c'est même éventuellement infini, ça ne joue aucun rôle. Donc là, j'ai donné directement l'assertion qu'on va démontrer par récurrence, parce que c'est quelque chose qui se fait par récurrence sur la dimension de l'espace vectoriel. Et là encore, c'est un énoncé qui peut être énoncé également pour des matrices carrées. La démonstration est rigoureusement la même. Donc pour tout n dans n étoiles, l'assertion dn s'énonce comme ceci. Pour tout cas espace vectoriel E de dimension n, pour toute famille d'endomorphismes diagonalisables de E qui commutent 2 à 2, là I en fait j'aurais dû dire pour tout ensemble I de cardinal au moins 2, éventuellement infini, pour toute famille blablabla, il existe une base de E constituée de vecteurs propres communs à tous ces endomorphismes. Donc on va raisonner par une récurrence. Pour cela, on va remarquer que la première assertion D1 est vraie au féminin. Alors la raison à ça, c'est que quand vous prenez un espace de dimension 1, tous les endomorphismes sont de la forme lambda fois identité. Tous les endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension 1,
c'est des dilatations de la droite. Tous ces endomorphismes sont déjà diagonaux en quelque sorte. Enfin, comment dire, vous prenez n'importe quelle base de cet espace de dimension 1, c'est une base de vecteur propre. N'importe quel vecteur non nul de cet espace est un vecteur propre. Il n'y a vraiment rien de spécial à vérifier. Donc on va passer à l'étape d'hérédité. Je prends un anti-n supérieur ou égal à 2 et je suppose que toutes les assertions correspondant aux indices précédents sont vraies. Donc D1 jusqu'à Dn-1 sont vraies. Et le but, c'est de montrer que l'assertion Dn est vraie à son tour. L'assertion Dn, je la projette à nouveau. C'est pour tout espace vectoriel de dimension n, pour toute famille blablabla d'endomorphismes. Donc, pour démontrer cet énoncé Dn, je prends un cas espace vectoriel quelconque de dimension n et je prends une famille quelconque d'endomorphismes diagonalisables qui commute 2 à 2. Et le but est de montrer donc qu'il existe une base de E constituée de vecteurs propres qui sont des vecteurs propres pour tous ces endomorphismes. Et pour démontrer ceci, on va procéder en 2 temps, et j'entends par là qu'il va y avoir 2 cas. Le deuxième cas se traitant d'une manière assez similaire à ce qui a été présenté dans l'autre exercice, dans l'exercice initial. Donc le premier cas, c'est celui où tous les endomorphismes sont des multiples de l'identité, et donc ce cas-là est complètement identique au cas D1, puisque si on prend n'importe quelle base de E, tous les vecteurs sont non nuls, et ce sont évidemment, tout vecteur non nul est évidemment un vecteur propre d'un multiple, de n'importe quel multiple de l'identité. Et notons que E étant de dimension finie, on sait par le cours sur les espaces vectoriels de dimension finie que E possède au moins une base. Donc ça prouve qu'il existe au moins une base de E, donc au moins une base de E constituée de vecteurs propres communs à tous les FI. Donc le premier cas est un cas très simple puisque n'importe quelle base fonctionne et qu'il en existe. Maintenant passons au deuxième cas. La négation de tous les FI sont des multiples de l'identité, c'est qu'il en existe au moins un qui ne soit pas un multiple de l'identité. Donc on suppose qu'il existe un indice J dans I tel que Fj ne soit pas un multiple de l'identité, et dans la suite, donc, on considère un tel indice J, même si je ne l'ai pas écrit, et ce que j'affirme, c'est qu'il possède au moins 2 valeurs propres distinctes. Alors pourquoi ? Eh bien, si vous avez un endomorphisme F diagonalisable qui possède une unique valeur propre, ça signifie que lorsqu'on écrit sa matrice relativement à une base de vecteurs propres, eh bien, cette matrice est diagonale et tous les coefficients de la diagonale sont égaux à lambda, ce qui est bien que cette matrice s'écrit lambda fois la matrice identité, et par conséquent, f est égal à lambda identité. Donc ça, c'est la démonstration du fait que si un endomorphisme d'un espace vectoriel est diagonalisable et possède une unique valeur propre, alors cet endomorphisme est un multiple de l'identité. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur ici, c'est pas la matrice identité, c'est l'identité de E. Alors, il y a d'autres manières d'arriver à cette conclusion. Je vous laisse passer en revue toutes les caractérisations de ce qu'on appelle un espace propre, ce qu'on appelle un endomorphisme diagonalisable. Donc ici, prenons la contraposée de ce que je viens de démontrer. On a supposé que Fj n'est pas un multiple de l'identité. On sait qu'il est diagonalisable, donc il n'était pas possible que Fj possède une unique valeur propre, donc il en possède au moins 2. Je vais appeler S le nombre de valeurs propres. Et puis, comme précédemment, je note lambda 1, lambda S, les valeurs propres de Fj, qui jouent donc le même rôle que F dans l'exercice du début. Et de la même manière, j'écris E comme la somme directe de tous ces espaces propres. Et pour la suite, eh bien, les ressorts vont être les mêmes. Pour tout entier I dans l'ensemble des indices, j'ai dit entier mais ce n'est pas forcément des entiers, pour tout indice I dans l'ensemble des indices, l'endomorphisme Fi commute avec l'endomorphisme Fj, pour le J fixé du début. Donc les espaces propres que j'ai écrits ici
sont tous stables par f indice i. Ce qui va nous amener, comme dans l'exercice initial, à introduire les endomorphismes induits. Alors notez que je vais donner un nom à la dimension de chacun des espaces propres. Je note D indice K pour l'espace propre E indice lambda K de FJ. Et j'introduis pour l'endomorphisme induit la notation F indice IK. Et une remarque qu'on va faire, il va y avoir deux remarques à faire. La première, c'est que la dimension de chaque espace propre est comprise entre 1 et n-1. Alors le fait que la dimension d'un espace propre soit supérieure ou égale à 1, ça fait partie de la définition d'un espace propre. Il est forcément non trivial. Et pourquoi est-ce que cette dimension est majorée par n-1 ? Bien tout simplement parce que, je vais revenir à la page précédente en fait, le fait que E s'écrive comme somme directe de ces espaces vectoriels nous dit que la dimension de E est égale à la somme des dimensions de ces espaces, c'est-à-dire la dimension des dk. Et maintenant, chacun de ces nombres vaut au moins 1. Alors c'est la somme jusqu'à S, pas jusqu'à N. Chacun de ces nombres vaut au moins 1. Cette somme vaut N. Et il y a plusieurs termes dans la somme. Donc, puisqu'il y a plusieurs termes dans la somme, aucun d'entre eux ne peut valoir N. Voilà pourquoi la valeur maximale de dk, c'est n-1. Et ça, c'est important puisque on a supposé que les assertions d1 jusqu'à dn-1 sont vraies, en particulier l'assertion dont l'indice est d indice k est une assertion vraie, et ça, on l'utilisera un peu plus tard. Alors, revenons aux endomorphismes induits que l'on a introduits. Ils sont diagonalisables. Alors ça, c'est le même argument que tout à l'heure. Il était supposé que FI est diagonalisable. On en prend un endomorphisme induit. C'est encore diagonalisable. Même argument qu'au début de cette vidéo. Ensuite, ces endomorphismes commutent, puisque les FI commutent. Si vous prenez X dans E lambda K de FJ, si vous prenez deux indices I différents, mettons un indice que j'appelle I et un indice que j'appelle M, vous appliquez cette composée à X, et bien ça, puisque ces endomorphismes sont induits par FI et FM, pardon, respectivement, c'est la même chose que FI rond FM de X. On peut utiliser la commutation de FM et FI. Et même chose, puisque X a été pris dans cet espace propre, c'est la même chose qu'appliquer les endomorphismes induits. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, pardon pour le caractère très peu lisible de ce que je viens d'écrire. Bon, tout ça pour dire qu'effectivement, lorsque des endomorphismes commutent et qu'ils laissent stable un même sous-espace, les endomorphismes induits commutent aussi. En général, toute propriété, on va dire toute propriété positive, avec une condition qui est valide pour un endomorphisme, ça marche encore pour des endomorphismes induits. Bon, je suis sûr qu'on peut trouver des contre-exemples à ce que je viens de dire, mais en général, c'est vrai. Hein. C'est vrai pour les endomorphismes auto-adjoints, c'est vrai pour les endomorphismes diagonalisables, c'est vrai pour les isométries, c'est vrai pour les endomorphismes qui commutent. Alors maintenant, donc, nous avons ici une famille d'endomorphismes diagonalisables de cet espace, ces endomorphismes commutent. Cet espace a une dimension comprise entre 1 et n-1. Donc, d'après l'hypothèse qu'on a fait au début de cette étape d'hérédité, il existe une base B indice K de cet espace vectoriel dont tous les vecteurs sont des vecteurs propres communs pour tous les endomorphismes induits. Et, pardon, comme on l'a dit pour le premier exercice, les vecteurs propres pour les FIK sont aussi des vecteurs propres pour les FI. Et on va conclure exactement comme pour le premier exercice. En concaténant les BK, on obtient une base de E.
Et cette base est constituée de vecteurs propres qui sont communs à tous les endomorphismes qu'on s'était donnés au départ. Et ça prouve non pas des indices I, mais des indices N. Et ça permet de conclure par récurrence. On a signalé que D1 est vrai. On a montré que D1 jusqu'à Dn-1 implique des indices N. Et donc, par récurrence, on peut conclure que pour tout n, cet énoncé Dn est vrai, et je vais l'afficher, cet énoncé Dn. Si on prend dans un espace vectoriel de dimension finie une famille d'endomorphismes diagonalisables qui commutent 2 à 2, eh bien, ils ont une base commune de diagonalisation. Merci d'avoir suivi cette vidéo.